Ok, je m'appelle Soraya Aziz Moto. Je suis directrice de communication et mobilisation des partenariats chez Anser. Je suis mariée, mère de 7 enfants. Et voilà, c'est en très bref, voilà qui je suis. Je suis professionnellement, je suis, comme je l'ai dit, directrice de communication et mobilisation des partenariats chez Anser. Et je suis une spécialiste de développement. C'est ça que j'ai fait à l'université. Donc, mon parcours académique, l'école primaire et secondaire, je l'ai fait dans un contexte très trouble à l'est de la République démocratique du Congo, parce que vous savez, ça fait près de 30-35 ans qu'on est en guerre. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et puis après, j'ai fait l'université. J'ai d'abord fait le droit à l'Université catholique de Bukavu. Ensuite, je suis allée au Kenya, où j'ai fait ma licence et une première maîtrise en relations internationales, spécialisée donc généralement les relations internationales, mais le focus de ma première maîtrise était le développement des communautés locales grâce à l'aide des institutions internationales. C'était dans un contexte où il y avait beaucoup d'ONG à l'est de la République démocratique du Congo et c'était important pour moi de savoir comment on pouvait capitaliser la présence de toutes ces institutions internationales pour le développement de la RDC. Quelque temps après, j'ai commencé à travailler pour une compagnie minière et je me suis rendu compte que l'impact qu'on avait au niveau de la communauté locale pour laquelle on travaillait, enfin, moi étant congolaise, bien que j'étais payée par la compagnie, je me considérais comme locale. Donc, comment, encore une fois, les communautés locales pouvaient profiter de la présence de cette compagnie pour se développer. Et donc, je suis rentrée aux études et j'ai fait un deuxième master's, une maîtrise, cette fois en développement. Donc, des études de développement, Development Studies. Et ça, c'était en Grande-Bretagne. À mon retour, j'avais tellement compris le sujet et j'avais tellement compris l'ampleur que cela pouvait avoir en République démocratique du Congo, un pays essentiellement minier, que j'ai quitté la boîte pour laquelle je travaillais. J'ai un peu travaillé en international pour d'autres grandes compagnies minières, dont la plus grande compagnie cuprifère au monde. Donc j'ai quitté l'Est pour aller un peu vers le sud, du côté du Katanga. Et ensuite, j'ai rejoint le Centre Carter, où j'étais directrice pays adjointe. Et là, j'ai commencé à travailler avec le secteur, la société civile. J'ai commencé à travailler avec la société civile. Donc, j'ai quitté le secteur privé qui m'employait pour travailler avec la société civile et avoir le secteur minier en face. Et on a opéré plusieurs grandes réformes avec la société civile. On a établi des critères de transparence, des critères pour les droits humains, les droits environnementaux. Et on a bousculé pour une réforme du code minier qui a abouti en 2015-2016, je crois. Et à cette occasion, j'ai été primée femme minière de l'année. Ce prix succédait à un prix que j'avais déjà eu pendant que je travaillais pour les communautés minières, donc quand j'étais employée par les mines, où j'avais été primée Miss Leadership, donc la femme leader de l'année, c'était en 2011. 2015, je reçois le prix de femme minière de l'année. Et puis en 2018, je prends une petite pause. 2016, fin 2016-2017, le contexte politique était tel que ça nécessitait que je prenne une pause professionnelle pour m'engager et être militante. J'ai été militante au sein de la Lucha pendant plusieurs années. Et après le changement démocratique, moi, j'ai considéré que ma mission auprès de la Lucha pouvait s'arrêter là parce qu'on était revenu à l'ordre constitutionnel, mais j'ai encouragé mes collègues à poursuivre ce travail de gouvernance et je suis toujours en contact avec eux. Et après l'avènement comme je l'ai dit, j'ai pris une petite pause, 3 ans, c'était une pause maternité. Et après, je suis revenue aux affaires en 2020, directement ici chez Anser, où j'ai continué le travail de développement que j'avais déjà entrepris, cette fois pas dans le secteur minier, mais dans le secteur de l'électricité, qui est un secteur connexe. Et voilà, donc ici, chez Anser, je m'occupe de la communication, mais aussi et surtout des partenariats, c'est-à-dire les relations publiques, la mobilisation des financements, la mobilisation des partenaires techniques,
et le conseil auprès de la direction générale sur l'image de l'entreprise, la protection de la culture de notre entreprise, la promotion des investissements dans les secteurs de l'énergie et tout ce genre de choses. Ici, depuis que je suis chez Anser, j'ai aussi participé à plusieurs réformes, notamment celle qui a abouti il n'y a pas très longtemps sur une nouvelle loi de l'électricité. C'est donc la deuxième réforme que je porte jusqu'à l'aboutissement, donc jusqu'à un nouveau cadre réglementaire. Et voilà, on n'est pas peu fiers. Mon parcours n'a pas été facile, d'abord à cause du contexte de la RDC. C'est-à-dire, je suis née je suis née vers la fin de la dictature de Mobutu. C'était des moments très troubles. C'est autour de l'époque où l'UDPS et d'autres partis de l'opposition se battaient pour la démocratie en RDC. Donc je suis née et j'ai grandi dans ce contexte-là. Et très peu de temps après, il y a eu des grandes instabilités dans les pays voisins, le Burundi et quelques temps après le Rwanda. Et j'étais même pas adolescente au moment où toutes ces guerres ont commencé. Et j'ai dû traverser ces moments, voir beaucoup de souffrances et ces difficultés qui ont fragilisé plusieurs, m'ont beaucoup secoué, mais m'ont aussi m'ont convaincu que je devais m'engager d'abord en droit international pour comprendre qu'est-ce qui arrivait à mon pays par rapport aux pays voisins, comment le monde extérieur pouvait nous aider à nous en sortir, comment nous, on pouvait capitaliser et tout ça, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Ça, c'est la première grande difficulté, donc le contexte politique et sécuritaire de la RDC. La deuxième grande difficulté que j'ai, c'est que je suis une femme et j'ai longtemps, dans plusieurs épisodes de ma vie, été la première femme à. C'est-à-dire, j'ai été la première femme à représenter les étudiants du Sud-Kivu, par exemple. Et ça, c'était dans un contexte de guerre. Et on devait faire des marches, on devait s'exprimer comme les étudiants savent le faire. Heureusement, j'étais très naïve à l'époque et je ne comprenais pas le danger que je côtoyais au jour le jour. C'est une situation qui rappelle la situation qu'on a aujourd'hui. C'était une occupation rwandaise et nous, on sortait tous les jours pour manifester contre cette occupation. Alors, quels conseils je pourrais leur donner? Le premier, c'est de rester concentré. Les gens, j'ai vu des gens qui ne sont pas concentrés. On dit une chose, on a une envie, mais on ne pose aucune action qui nous mène progressivement vers la destination qu'on voudrait avoir. Ce gap-là, je le vois constamment, surtout chez les jeunes. Un jeune, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je vais être influenceur. Ok, il n'y a rien de mal à être influenceur, mais comment vous voyez devenir influenceur? Quand on dit pourquoi, parce que je veux faire des photos, les poster sur Instagram et avoir des jets et ceci, cela, c'est bien si c'est ça votre vraie vocation, mais comment vous y arrivez? Le premier conseil pour moi, c'est il faut faire étape par étape un plan d'action qui vous mène vers où vous voulez aller. Et puis la deuxième chose, c'est établir des priorités dans la vie. Savoir est-ce que cette destination est plus importante qu'une soirée dans un bar avec un ami ou bien une soirée dans un bar avec un ami. Créer mon réseau, créer mes amitiés sociales est plus important que cette destination. Une fois qu'on a ces priorités, on saura maintenant au jour le jour quelle action on doit prendre et quel sacrifice on doit faire. Ça, c'est très, très, très important pour arriver où on veut aller. Et puis 3, ne jamais oublier la force du réseau. On ne peut rien faire par soi-même, on peut aboutir à rien par soi-même. Même les gens qui vivent en isolation ont quand même besoin de lire des livres, ils ont quand même besoin d'utiliser des inventions qui ont été créées par d'autres personnes. C'est-à-dire que personne ne peut arriver à rien sans un bon réseau. L'importance du réseau dans la destruction ou la construction d'une personnalité n'est plus à démontrer. Donc, choisissez bien vos amis, choisissez bien vos mentors, choisissez bien vos coachs, choisissez bien comment vous passez votre temps libre, choisissez bien vos conjoints.
salue toutes les femmes qui ont travaillé pour qu'on en arrive où on est, à travers le monde, mais aussi ici chez nous, au Congo, toutes les femmes qui ont... il y a par exemple la ministre Marie-Ange Otiana qui a carrément reformé le code de la famille en enlevant toutes les barrières qui empêchaient aux femmes d'ouvrir un compte bancaire, de travailler sans autorisation maritale et tout ça. Donc il y a des femmes ici au Congo qui continuent aujourd'hui. Madame Julienne Lusenge est un témoignage vivant, Madame Annie Maudit est un témoignage vivant. Il y a beaucoup de femmes, je ne peux pas en citer, la première dame, mon Dieu, c'est l'exemple même de comment les femmes sont en train de briser les barrières rétrogrades qui freinaient les femmes. Donc oui, je suis très fière et des parcours que la femme congolaise a fait et de nos alliés masculins qui aident ces femmes justement à atteindre leur plein potentiel. Je rappelle qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'il y a des grandes différences, par exemple, entre les femmes en milieu ruraux et les femmes en milieu urbain, des grandes différences entre les femmes universitaires et celles, par exemple, qui ont un niveau d'études primaires ou secondaires ou qui n'ont aucun niveau d'études formelles. Et donc, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je suis très fière du parcours de la femme congolaise. Je vais peut-être commencer par corriger. Les femmes occupaient des postes de décision avant, mais la plupart, c'était soit par nomination, soit pour assumer l'intérim, ou alors c'était des cas très rares. Une femme ici, 2 ans plus tard, une femme là-bas, et c'était toujours très exceptionnel. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons, la masculinité positive du chef de l'État, que je salue et que je remercie, on voit que c'est systématique, c'est ancré maintenant dans le système que pour les nominations, les femmes ont autant de chances, parfois un peu plus de chances d'être recrutées que les hommes. Vous l'avez dit, aujourd'hui nous avons une femme Premier ministre. Notre gouvernement n'a jamais compté autant de femmes. Je pense qu'aujourd'hui on est à peu près à 32% des femmes du gouvernement congolais. 32% des membres du gouvernement congolais sont des femmes, les DG, les mandataires publics. Et ça c'est exceptionnel. Il y a encore 2 jours, j'ai tweeté sur la diplomatie congolaise. À Doha, nous avons son Excellence Kabea. Aux États-Unis, c'est encore une femme. À Kinshasa, la patronne des relations internationales, une grande fierté, pas seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique, Madame Kaikwamba. Donc, la femme, quand elle est mise dans des positions où elle peut briller, les femmes, généralement, brillent. C'est pas seulement parce que, enfin, pas seulement, c'est pas parce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes ou plus compétentes que les hommes, non, mais c'est parce que pour les femmes, on regarde 2 fois. Quand une femme commet une erreur, et ça c'est un peu injuste, on dit, voilà, les femmes ne savent pas travailler. Quand c'est un homme qui commet une erreur, on ne dit pas les hommes ne savent pas travailler, on dit il ne sait pas travailler. Un homme porte sa responsabilité individuelle, mais les femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes pionnières, portent une sorte de responsabilité collective. Et quand elle échoue, c'est toutes les femmes qui échouent avec elle. Donc c'est une grande responsabilité qui nous est donnée. Les femmes pionnières qui sont là aujourd'hui, un petit conseil, travaillez dur, parce que pour arriver où vous êtes, ça veut dire que vous avez déjà travaillé très dur. Mais une deuxième chose que je vais vous demander, c'est peut-être d'ouvrir la voie pour que plusieurs autres femmes viennent. Ne venez pas avec un leadership masculin fermé qui voudrait perpétuer ce qui a toujours été fait, mais créer des conditions qui ouvrent les opportunités pour d'autres personnes à venir. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait à travers mon parcours. J'aime rire. J'aime rire et j'ai l'impression que les gens qui me font rire sont vrais. Oui. Je sais, c'est facile de dire j'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas le mensonge, j'aime les gens gentils et tout. Mais bon, ça c'est tout le monde qui aime. Quelque chose d'un peu inhabituel, c'est ça pour moi. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens qui leur font rire, ils trouvent qu'il y a trop de familiarité et tout. Bon, c'est un choix qui se justifie. Moi, de mon côté, j'aime les gens qui me font rire. Je trouve que les personnes qui font rire, ils ont un cœur vrai. Souvent, hein, pas tous, ils ont un cœur vrai. Et moi-même,
j'essaye de cultiver cette qualité, de mettre les gens à l'aise, de rire le plus possible. Je n'aime pas le fait que je ne puisse pas compter sur quelqu'un qui m'a dit que je pouvais compter sur lui. Le manque, en anglais, c'est un mot, on dit reliability. On ne peut pas compter sur cette personne. Ça, je n'aime pas. Dans mon équipe, je n'aime pas avoir... Je laisse beaucoup de latitude à mes coéquipiers pour leur donner de l'espace de créativité, de l'espace aussi pour commettre des erreurs, parce que c'est de ces erreurs qu'on apprend, et je les accompagne, on travaille ensemble. Mais que ce soit chez des amis, chez des membres de la famille ou dans mon équipe, quand j'arrive à un moment où je compte sur vous à cause du contrat que nous avons ensemble, c'est-à-dire, vous êtes mon ami, il y a des devoirs qu'un ami a envers ses amis. Il y a un devoir d'assistance, un devoir d'écoute. Et quand on arrive à ce moment-là, je me rends compte que je ne peux pas compter sur vous, ça me frustre, ça me dérange et je sais pas, je pense que c'est ça que j'aime le moins chez les gens. D'abord, je voudrais commencer par saluer l'ONG Mwasi ya Mutuyya pour le travail remarquable qu'elle fait depuis quelques années. Je pense là, on est à la 4e édition, donc il y a déjà plusieurs femmes qui ont été primées. Ce n'est pas un petit travail. C'est très difficile. Tout à l'heure, j'ai parlé de la vision et du plan d'action qu'on met en place pour arriver à cette vision. On ne va pas réinventer les choses. Quand on a des femmes qui ont déjà traversé certaines barrières, ça devient plus facile pour les jeunes filles de les regarder et de se dire « j'ai envie de faire quelque chose comme ça ». Quand elles comprennent qu'elle a réussi à surmonter telle et telle autre barrière pour devenir la première femme à faire ceci ou à faire cela, ça inspire les jeunes filles. Et ce travail, Mwasi ya Mutuyya le fait de manière remarquable. La deuxième chose qu'ils font, c'est que les femmes remarquables, Mwasi ya Mutuyya, ne font pas ces choses pour qu'un jour on vienne leur donner un prix. Non, elles font ces choses parce qu'elles veulent transformer la société. Mais recevoir un prix aide beaucoup. Tout à l'heure, en parlant de mon parcours, j'ai dit que j'ai été primée Miss Leadership RDC, j'ai été primée femme minière de l'année. C'est 2 moments clés de ma carrière. Ce ne sont pas des choses que j'ai faites. J'ai fait beaucoup de choses. Mais en parlant de mon parcours, quand j'arrive à ces moments clés, je fais une pause et je les mentionne. Parce que c'est la reconnaissance d'un grand travail qui a été fait et nos pères, des hommes, des femmes, se disent il faut quand même reconnaître qu'elle a fait quelque chose. Chapeau. Et ce genre de couronnement, c'est comme un carburant qui vient augmenter ce qu'on fait. La troisième chose, c'est aussi, moi j'aime bien, quand il y a des interviews comme celle-ci, j'aime regarder en arrière, suivre l'interview et me dire « Oh, j'avais jamais vu les choses comme ça. J'ai quand même accompli des grandes choses. » Parce que dans la manière de poser des questions, ça nous ramène en arrière, ça nous fait ressortir certaines choses, ça nous fait regrouper certaines réalisations en un grand groupe et on dit « Voilà, j'ai réalisé ceci. » Et des moments comme la remise de prix, ce sont des moments de remise en question, pas seulement pour celle qui reçoit le prix, mais aussi pour toutes les autres. Celles qui sont à la maison et qui suivent cette interview, elles peuvent se dire « Ok, si on me posait la même question à moi aujourd'hui, comment je répondrais à cette question ?» Et ça permet de voir le gap, ça permet de voir le vide et de se dire « Peut-être que si je comble cette partie sur laquelle je n'ai pas beaucoup travaillé, ça me permettra peut-être l'année prochaine d'être Mwasi ya Mutuyya pour un